Bon, d'abord, merci aux organisateurs pour l'invitation à discuter ces papiers. Une discussion que je ferai plus du monde, plus du point de vue du monde de la participation, que c'est où je travaille, et moins du point de vue du monde de l'urbanisme que je connais moins. Hein. En tout cas, c'est un papier très organisé, extrêmement informatif. Alors, je ne vais pas faire tellement de remarques critiques, mais je vais essayer de parler un peu de quelques points qui n'ont été pas tellement développés ici. Et seulement à la fin, je vais développer une seule idée à laquelle je ne suis pas d'accord avec les auteurs. Je lui disais hier au cocktail à Jean-Michel que le problème de ce numéro 1 de la revue, c'est justement que c'est très intéressant. Et alors, on a immédiatement besoin du numéro 2. Hein? Et la plupart des remarques que je vais faire sont au sujet de ce numéro 2, du numéro 2 idéal que je voudrais avoir en ce moment-là, où on n'aurait pas ces chapitres indépendants, mais on aurait un dialogue entre les chapitres, entre ces conclusions, et on aurait une comparaison entre les idées qui apparaissent dans ces différents chapitres. Ça m'arrive avec beaucoup d'idées. Particulièrement, par exemple, vous parlez beaucoup des rôles des mouvements sociaux dans les enjeux urbanistiques, et ça c'est très intéressant d'avoir un dialogue avec les auteurs qui parleront cet après-midi. Mais je parlerai d'autres choses, de ces potentiels numéro 2. Une des choses plus importantes pour moi serait de voir qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans les thématiques urbaines. Ici, on a des articles sur la thématique urbaine, environnementale. Bon, on n'a pas un article spécifique sur le thème social, mais on aurait pu l'avoir. Hein? Alors, ça c'est quelque chose de laquelle vous ne parlez pas beaucoup, non, dans l'article. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aux acteurs urbains? Qu'est-ce qu'il y a de spécial aux enjeux qui se donnent dans les villes par rapport aux enjeux qu'il y aurait dans ces autres thématiques? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les méthodologies participatives qui seront plus ou moins appropriées pour parler des sujets urbanistiques et qui peuvent différencier les réflexions sur la participation dans les thématiques urbanistiques et dans d'autres thématiques. Hein? Et si je peux, je vous pose une question très égoïste, parce que c'est un problème que j'ai dans notre propre recherche, que c'est complètement lié à ce sujet-là. Quand on a vu le type de processus participatif qui ont été développés par les villes espagnoles, on a vu que dans les premières 15-20 années de processus participatif, à notre surprise, il ne faisait pas de la participation sur des sujets urbanistiques. Toutes les premières années, seulement, on faisait des processus participatifs sur des sujets sociaux ou des sujets de jeunes ou de femmes ou quelque sorte de thèmes, sauf le thème urbanistique, qui on devrait penser que c'est le thème le plus important dans l'agenda politique de ville. Hein. Et après, on a vu que 25 ans après, à la région qui a commencé d'abord en Catalogne, maintenant, aujourd'hui, les thématiques urbanistiques ont été vraiment très incorporées d'une façon très centrale. Mais ça ne s'est pas passé dans d'autres régions qui ont commencé plus tard. Alors, on a l'impression qu'il y avait comme un décalage temporel, je ne sais pas si nécessaire, non? Que je ne sais pas si c'est dû à
à les idées que les politiciens ont, non, qui se pensent que les thèmes urbanistiques sont trop complexes ou trop importants pour les laisser aux citoyens, ou c'est parce qu'il y a une demande sociale plus forte de participer dans des thèmes sociaux, ou si c'est parce que les acteurs organisés sont plus ou moins bien organisés. Hein. Mais j'aimerais bien savoir si vous avez une idée de pourquoi ça peut s'arriver, ou si ça arrive aussi dans d'autres pays. Cette volonté d'établir un dialogue avec d'autres chapitres, ça m'arrivait aussi avec le chapitre de participation et droit. Hein? Ici, vous avez une perspective très locale dans votre article. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez, tu l'as dit un peu, mais très brièvement, tu as dit seulement les lois nationales ont produit une multiplication de processus participatifs. Hein? Alors, du point de vue quantitatif, il n'y a aucun doute que ça y a un effet. Hein? Mais j'aimerais bien savoir si vous pensez qu'il y a d'autres effets de régulation publique supralocale qui vont au-delà de cette multiplication quantitative. Hein? Et ici, c'est une question peut-être très personnelle que je me pose quand je vois cette conférence. Et j'ai fait un contraste entre cette conférence et les conclusions que vous tous, hein, je vous ai lu des choses à la moitié des gens qui vous êtes ici, qui vous avez fait des critiques très fortes à la démocratie de proximité, non, et au modèle de la loi nationale française. Et vous avez montré très clairement que les pratiques participatives qui se sont développées toutes ces années en France sont très loin des idéaux démocratiques. Hein. Mais j'ai pensé à ça quand Yanis faisait sa présentation il y a une demi-heure. Et il disait que les effets des politiques participatives se trouvent quelquefois indirects, ils sont indirects ou ils sont en demi-terme. Je pensais si le GIS aurait pu exister ou si on aurait pu avoir 100 thèses doctorales qui sont en processus de se faire sur le thème de la participation, si le thème participation n'aurait été posé sur l'agenda politique nationale par d'autres raisons aussi, mais peut-être avec la collaboration de l'existence d'une loi nationale qui n'existe pas dans d'autres pays et qui provoque que le thème de la participation n'est pas tellement placé dans l'agenda. J'arrive à la seule chose où je ne suis pas d'accord avec vous. Et ça, c'est justement votre titre, hein, votre enthousiasme avec Einstein. Hein. Et j'ai pensé aussi à ça quand Jean Dreisig répondait que cette division entre consultatif et décisif est trop simpliste. Hein. Il y a une idée que je partage complètement avec Einstein. C'est cette idée que les capacités d'influence est un des critères plus importants pour juger une expérience participative. Mais il y a d'autres idées, il y a une autre idée au moins qui est absolument centrale dans cette apportation, qui est l'idée qu'il y a une échelle linéaire, hein, qui va du moins participatif au plus participatif, non, ou le plus participatif ou la plus grande capacité de décider, c'est toujours mieux que la capacité plus limitée. Et ici, c'est où je suis radicalement pas d'accord. Hein. Je crois que c'est, par exemple, Laurence l'a dit, non, si on regarde les différentes phases des politiques publiques, je crois que peut-être c'est plus important de considérer qu'un processus participatif a été lié à les différentes phases de processus d'élaboration de la politique publique, que le fait qu'il a été très décisif, mais seulement dans un moment très spécifique de ces processus d'élaboration de la politique publique. Hein. Je pense par exemple, si je dois dire un processus participatif
où les citoyens peuvent décider complètement les noms qu'ils vont donner à une rue. Hein? Et ici, on fait un référendum binding, hein? Décisif, où les citoyens participent à un diagnostic qui est seulement consultatif, mais qui est le premier stage d'un renouvellement de la planification urbanistique de la ville. On va décider comment cette ville va être dans 20 ans. Hein? Et ça, c'est complètement consultatif, mais ce document va arriver à la table des politiciens qui vont prendre la décision finale. Alors, pour moi, c'est clairement le deuxième cas, c'est la capacité de donner pouvoir aux citoyens et provoquer de l'empowerment, c'est beaucoup plus grand. Hein? Alors, ici, je ne serais pas d'accord avec l'idée de reformuler et enrichir Einstein, mais plutôt de l'abandonner et d'essayer d'aller un peu plus loin. Merci.